BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Et des marchés qui hésitent toujours. Quentin Perroma est à nouveau avec nous pour en parler, le directeur général et responsable de la gestion d'Assetfi. Bonjour Quentin. Bonjour Guillaume. Bon, les marchés donc toujours sur un faux plat. Alors ce faux plat était descendant hier et avant-hier. Aujourd'hui il est un peu montant. Le CAC 40 gagne 0,3%. Mais enfin on sent quand même cette prudence qui s'affirme, qui s'imprime dans les marchés. Est-ce qu'elle vous semble complètement justifiée, cette prudence, ce statu quo boursier ? Oui, il est justifié parce qu'on a d'une part toujours ces risques géopolitiques qui sont bien présents et surtout là, plus à court terme, on attend un petit peu de savoir quelles sont les décisions de la BCE sur l'orientation à donner sur les mois prochains. Et donc les marchés attendent un peu un second souffle. Ce sont les banques centrales qui détiennent la clé et ce sont elles donc pour l'instant qui bloquent les marchés, qui les verrouillent par l'incertitude qu'elles sont en train de créer. Alors c'est pas directement elle qui bloque forcément les marchés, parce qu'on voit bien que quand même il y a toujours ces risques politiques et géopolitiques qui viennent plutôt, on va dire, des États-Unis et de la Corée du Nord, notamment pour les États-Unis sur les politiques fiscales, sur l'attentisme au niveau des réformes structurelles qui devaient avoir eu lieu, mais on voit quand même qu'elles ont un rôle extrêmement important et que sur les derniers mois, on a eu un renchérissement de l'euro conséquent et que ça pèse notamment sur les marchés actions en zone euro. Et effectivement, dans ce cadre-là, la BCE, le discours de la BCE est attendu pour savoir si on va rester statu quo ou est-ce qu'on donne un petit peu, et surtout depuis le mois de juin, on était parti sur potentiellement une politique un peu moins accommodante, mais plutôt sur fin 2017, début 2018. Est-ce qu'on va changer un petit peu le discours ? Et on voit que les marchés, ils s'apprêtent d'ores et déjà à être très sensibles à ce discours demain de Mario Draghi. On sent qu'on va marcher sur des œufs. On voit l'euro déjà qui progresse aujourd'hui, $1,1930, parce qu'on se dit qu'il y a plus de risques finalement que ses propos ou son éventuel silence, d'ailleurs, son éventuelle discrétion demain, fasse monter l'euro plutôt que l'inverse. Oui, c'est vrai que si il y a un silence, il n'y a aucune... De toute façon, les directives de la BCE ne sont pas sûres, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème ? C'est ce renchérissement de l'euro, en tout cas pour les marchés. Et ça ne fait pas partie des directives de la BCE. Donc c'est quelque part, c'est de manière indirecte, à travers l'inflation, parce que renchérissement de l'euro va certainement peser un petit peu sur l'inflation et indirectement peser sur la politique de la BCE. Mais c'est vrai que de manière directe, il n'y a pas de raison qu'il y ait un changement de cap de la BCE. Et ça, ça peut potentiellement décevoir les marchés. On va bien sûr continuer de parler de la BCE tout au long de l'après-midi, puisque c'est le grand rendez-vous de la semaine, demain. Est-ce que cette stabilité, ce statu quo sur les marchés européens, il révèle aussi des valorisations peut-être un peu trop élevées ? Est-ce qu'il y a un problème de valorisation sur l'Europe, même si on est en retard sur les États-Unis, mais est-ce que dans l'absolu aussi, en Europe, on est un peu cher ? Non, c'est sûr qu'on n'a pas des valorisations peu chères. On a des valorisations qui sont... Alors après, on peut rentrer dans les secteurs. Sur certains secteurs, on est sous-valorisé. Mais quand on regarde au global, on est sur des valorisations qui sont pas extrêmement faibles. Donc on peut se poser des questions. Et c'est vrai que quand on a des incertitudes qui arrivent, ça remet du doute dans les marchés. Mais après, il faut aussi regarder les résultats qu'on a eu. On a eu des bons résultats sur le T2, vraiment bien orientés, avec des progressions de plus de 10%. Donc clairement, ça donne quand même un second élan et ça justifie ces valorisations. Et puis ces valorisations, il faut les mettre en relatif par rapport aux autres classes d'actifs. Parce que c'est vrai que par rapport à l'historique, par rapport, on va dire, à des croissances qui étaient plus élevées dans le passé, on peut considérer que les valorisations sont très élevées. Mais si on compare par rapport au marché obligataire, par rapport à d'autres segments, elles sont pas si chères que ça. Oui, et la croissance de 2% en Europe, comparée à l'inflation, elle est encore plus énorme que les 2%. Voilà, la croissance réelle, quand on la rapporte sur ce chiffre d'inflation qui reste extrêmement bas, ça donne encore plus d'envergure à cette Oui, tout à fait. Surtout quand on compare aussi, c'est vrai que sur cette croissance, si on regarde quelle est la classe d'actifs qui profitera le plus de ces chiffres de croissance, ça reste quand même les actions, parce que les obligations, on est sur des taux très bas, le potentiel de hausse reste quand même limité, alors que sur le marché actions, si on continue à avoir cette tendance, en tout cas ce qu'on observe, ça reste quand même la classe d'actifs qui
malgré le fait que ce soit quand même aussi la classe d'actifs la plus risquée, donc avec plus de volatilité, ça reste la classe d'actifs qui a le plus de potentiel. Bon, il y a la question européenne, les doutes carrément aux États-Unis pour le coup. La croissance, elle tient aussi là-bas. On a eu 3% de croissance au deuxième trimestre, mais le doute, il est politique avec Donald Trump, avec le plafond de la dette qu'il va falloir renégocier. D'ailleurs, c'est en cours depuis hier. Le Congrès s'y est mis. Il y aura le budget également, un risque de shutdown. Vous craignez sur le mois de septembre américain, qui traditionnellement d'ailleurs le mois de septembre n'est pas un bon mois boursier, vous craignez là une éventuelle étincelle aux États-Unis avec ces échéances qui approchent maintenant? Oui, à court terme, on peut avoir une phase de correction parce que on l'a vu. L'exemple, c'est 2013 avec ce shutdown qu'on avait eu, avec, il me semble, à peu près 14 jours de shutdown. Qui avait entraîné une baisse du S&P de 15%. Qui avait entraîné une baisse du S&P assez significative. Donc, on pourrait avoir des impacts négatifs. Mais après, on avait eu quand même un marché qui était reparti de l'avant et qui était très bien reparti. Donc, oui, à court terme, on peut avoir un peu de volatilité sur les marchés et c'est pour ça qu'il faut quand même être prudent et ne pas investir dans des proportions trop importantes de son portefeuille, en tout cas quand on est sur un portefeuille diversifié, sur le marché action et peut-être sur le marché américain qui est un petit peu plus survalorisé. Donc prudence, mais pas d'inquiétude forte pour autant, parce qu'on se dit que quand même la baisse du dollar, c'est bon pour la croissance américaine, la renégociation du plafond de la dette, ce sera peut-être l'occasion de faire passer aussi les réformes fiscales par exemple, il y a aussi des points d'espoir sur ce côté de l'Atlantique? Oui, on peut avoir aussi ce scénario favorable avec effectivement faire passer des réformes, mais bon, on aura quand même une lutte assez forte, notamment avec les ultras qui risquent de bloquer toute réforme fiscale si il n'y a pas compensation quelque part au niveau du budget. Donc c'est vrai que ça va être quand même compliqué, donc c'est pour ça qu'on risque quand même d'avoir des phases un peu d'hésitation sur les marchés, mais on peut avoir derrière un second souffle. Et c'est vrai que la baisse du dollar a quand même relancé, on le voit sur les indicateurs avancés, il y a quelques mois, on avait des indicateurs avancés qui commençaient à peiner, on voyait un ralentissement progressif de la croissance aux États-Unis, et là on voit que ça s'est inversé, donc on voit quand même qu'il y a eu un espèce de second souffle qui est arrivé sur l'économie américaine, même si on reste tout de même en fin de cycle, on voit qu'il y a eu quand même un second souffle qui permet quand même d'être serein et de se dire qu'on n'aura pas des phases de correction trop sévères. Et que la croissance peut à peu près tenir et les bénéfices des entreprises être soutenus par cette baisse du dollar. Ça peut être un relais inespéré pour la fin de l'année? Oui, surtout qu'en fait, on attendait sur les résultats. Alors, clairement, les résultats aux États-Unis ont été moins bons que par exemple que quasiment dans tout le reste du monde, parce qu'on a eu des très bons résultats quand on regarde que ce soit l'Europe, que ce soit le Japon ou que ce soit les pays émergents. Bon, là, après, il y a plus de disparité avec l'Asie quand même qui a eu des très bons résultats comme par exemple la Corée du Sud, mais au niveau des États-Unis on a quand même eu des bons résultats avec des croissances de l'ordre de 7-8%. C'est quand même des résultats qui sont tout à fait honorables. Après c'est pas non plus extravagant, donc en face on a quand même des valorisations qui sont élevées, donc on peut pas non plus monter. Mais valorisation élevée essentiellement due à quelques mastodontes de la côte américaine. Si on retire ces quelques grands poids lourds, les Apple, etc., qui occupent en effet d'abord les débats et ensuite en plus qui représentent l'essentiel des volumes et peut-être aussi de la valorisation, et si on les retire, la plupart des autres valeurs de la côte américaine ne sont pas si chères que ça? Oui, on a des secteurs qui sont pas si chers que ça quand on regarde et où on a eu d'ailleurs des très très bons résultats sur le dernier trimestre. Par exemple, je pense, bon, c'est des paris un peu plus contrariants, mais au secteur de l'énergie, aux États-Unis, les résultats ont été très bons sur le dernier trimestre. Le secteur aussi, le secteur bancaire a été bon aussi. Donc on a des secteurs où les valorisations sont quand même beaucoup plus basses, où on continue d'avoir des bons résultats. On sent qu'on parle d'un verre à moitié plein ou à moitié vide, parce qu'il y a beaucoup de motifs d'inquiétude qu'on a évoqués au début, et puis aussi beaucoup de motifs d'espoir ou de se rassurer. Et ces motifs-là, entre autres les valorisations de beaucoup de valeurs, entre autres la baisse du dollar, ça explique pourquoi le marché finalement, même s'il ne parvient plus à progresser, ne chute pas pour autant. Oui, moi je pense une espèce d'équilibre aujourd'hui. Oui, parce qu'on a des facteurs de risque réels qui sont là, donc géopolitique, politique, et donc ça clairement ça stoppe le marché parce que on peut tout de suite avoir, on va dire, une exacerbation de ces risques. Mais à côté de ça, on a des fondamentaux aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau macroéconomique, des agents économiques qui sont bons. Donc ça sert un petit peu on va dire de socle qui évite au marché de vraiment baisser fortement. Alors justement, on va être concret dans un instant. Vous allez nous dire quel secteur il faut privilégier en bourse, puisqu'on a de bons résultats d'entreprise encore, vous le disiez. Juste d'un point de vue géographique, qu'est-ce que vous privilégiez aujourd'hui? Pas Wall Street, plutôt l'Europe,
l'Europe, les émergents aussi? Plutôt alors l'Europe, un peu moins maintenant parce qu'on a cette hausse de l'euro qui pèse un petit peu, qui risque de peser peut-être un petit peu sur le résultat du troisième trimestre, mais c'est en partie déjà dans les marchés, puisqu'on a, depuis le mois de mai, on a un marché en Europe qui a du mal à monter. En revanche, par exemple, sur le Japon, on a eu des très bons résultats, on est moins pénalisé par la devise, et aussi effectivement les pays émergents qui continuent à afficher des très très belles performances, et les résultats sont bons. Alors attention, les pays émergents, plutôt l'Asie, parce qu'on a encore des problèmes sur l'Amérique latine, on le voit à travers des problèmes politiques, mais aussi des problèmes structurels, notamment à travers le Brésil. Mais sur la Corée du Sud, on a eu quand même des bons résultats. On voit la Chine aussi, le résultat a été tout à fait honorable. Et en plus, on voit qu'il y a des réformes structurelles qui sont en place. Donc on continue à avoir, et on a des très belles performances depuis le début de l'année sur ce secteur-là, sur ce marché-là, et on pense que ça devrait continuer. Après, attention, parce que on est quand même sur des marchés qui sont un peu plus volatiles. Donc ça reste quand même des poches plus satellites que corps de portefeuille. Et corps de portefeuille plutôt Europe. Plutôt Europe, ouais. Ouais. Même si on réduit un petit peu, c'est ce que vous nous disiez, parce qu'on a besoin de relais désormais. Sur les secteurs, qu'est-ce que vous privilégiez pour le Alors sur les secteurs, on reste quand même sur du cyclique. Alors dans le cyclique, on peut un peu départager. On va dire le cyclique plutôt value. Et parfois même un peu contrariant, comme on a commencé un petit peu à regarder nous le secteur de l'énergie, parce que sur le dernier trimestre, comme je l'évoquais aux États-Unis, mais c'est la même chose en Europe, on a eu des bons résultats. On voit quand même sur le fondamental, quand on regarde par exemple le pétrole, qui a des indicateurs notamment sur les stocks, mais aussi sur les nombres de puits de pétrole qui commencent à un peu s'infléchir et se réorienter dans le bon sens pour le baril. Et on peut avoir des surprises, et c'est un secteur qui a quand même fait moins 10 depuis le début de l'année, donc on pourrait avoir. Et on voit le pétrole encore progresser aujourd'hui, 54 $, le baril de Brent. Oui. Votre léger américain en hausse aussi. Bon. On pourrait avoir un rallye. Alors certes modéré, parce qu'on n'aura pas un baril qui va monter extrêmement haut, mais avec des marges qui se refont assez vite, puisqu'on a eu quand même, c'est des secteurs qui se sont énormément restructurés. Donc dès qu'on commence à avoir, et notamment en matière de coûts fixes, donc si on recommence à avoir un baril, ça va être très rapidement de la marge supplémentaire qui va arriver et qui sera bénéfique pour le secteur. Après, sur des secteurs un peu plus, on va dire, cycliques et qui ont très bien marché, par exemple le secteur des technos, dans un environnement de croissance, devrait continuer. Il fait à peu près plus 13% si on regarde sur l'Europe. C'est un secteur qui devrait encore performer dans un environnement de croissance. Sur les secteurs un peu plus value, on peut regarder aussi les financières, même si on est un peu moins positif qu'avant, parce que nous, notre scénario, c'était quand même une relevée des taux un peu plus forte. Et oui, finalement, on va attendre un peu. Donc on risque d'attendre un petit peu avant de voir ce secteur-là. Mais on reste quand même sur des valorisations très basses. Et surtout, si on a par exemple sur la Fed une réduction du bilan, on risque d'avoir une repentification des courbes qui risque un petit peu d'y avoir une contagion, notamment aussi sur l'Europe. Et on pourrait avoir un secteur qui arrive à reconstituer un peu plus de marge. Donc pas besoin que la Fed relève tout de suite ses taux. La simple réduction du bilan aurait un impact positif déjà sur le secteur bancaire. Oui, parce que normalement, sur la réduction du bilan, on va avoir plutôt sur des papiers de maturité un peu plus longue qui arrivent à maturité, qui ne seront pas renouvelés. Donc on risque d'avoir un petit peu plus les taux longs de risque de remonter un petit peu plus. Et la Fed devrait, pour nous en tout cas dans notre scénario, garder un statu quo sur les taux courts et sur les taux directeurs. On va aussi parler des cessions de l'État, et l'État qui cède un peu plus de 4% d'Engie et qui pourrait céder encore d'autres participations puisqu'il vise jusqu'à 10 milliards d'euros pour alimenter un fonds de financement de la recherche et de l'innovation. On va donc en parler dans un instant de l'impact que ça pourrait encore avoir sur certaines valeurs. Juste auparavant, un coup d'œil, un détour par le marché obligataire. Éric Bourguignon est en ligne avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Guillaume. Directeur de la gestion taux et crédit de Swiss Life Asset Management. On voit donc les actions à Wall Street aujourd'hui et en Europe aussi toujours aussi prudentes. Et sur le marché obligataire, toujours une recherche de refuge qui se confirme encore. Alors à vrai dire, sur le marché obligataire européen aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose. Les taux bougent très peu. C'est aux États-Unis qu'on a un véritable décrochage de l'ordre de 10 points de base, par exemple, sur le taux américain à 10 ans. Sauf que le marché américain était fermé hier. Donc si on veut vraiment comparer les deux grands marchés mondiaux, il faut regarder sur les 2 derniers jours. Et là, on a effectivement un recul généralisé des taux longs, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Traduction, comme vous le dites, notamment d'une recherche pour les valeurs refuges. Sur les dettes périphériques, en un mot, il ne se passe pas grand-chose non plus. En fait, elles suivent complètement les taux allemands. Donc les spreads sont très très calmes de ce point de vue-là.
Et sur le marché du crédit, eh bien, il semblerait pour l'instant que les obligations résistent assez bien. Bon, alors ces obligations, vous le disiez, elles ont eu tendance sur les deux derniers jours à se détendre encore. Elles sont de moins en moins rentables et pourtant on les achète. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous observez? Pourquoi est-ce qu'on observe ensemble ce mouvement à nouveau de recherche des obligations, même si c'est calme aujourd'hui en Europe? Ça se confirme encore aux États-Unis. Pourquoi? Je crois qu'il y a 3 raisons majeures. La première, ce sont évidemment ces tensions géopolitiques avec la Corée qui est en train de semer une inquiétude croissante dans le monde et sur les marchés financiers. Évidemment, le réflexe naturel des investisseurs dans un tel contexte, eh bien, c'est de se réfugier vers ce qu'ils estiment être le moins risqué, à savoir des emprunts d'État allemands et américains. Deuxième raison, on a eu hier des chiffres américains concernant les commandes de biens durables qui n'étaient pas très bons. Et ce qui a ranimé un peu les doutes sur la pérennité de la croissance américaine. Et puis enfin, le dernier point, c'est que il semblerait qu'au sein de la Fed, il y a quelques divisions quant à la politique monétaire à poursuivre, puisque au cours des derniers jours, 3 membres de l'institution ont estimé qu'il fallait se montrer patient en matière de resserrement de la politique monétaire en raison de la faiblesse de l'inflation. Oui, ce qui ne plaide pas pour une hausse de taux rapide. Et voilà pourquoi donc on a encore cette détente sur le marché obligataire. La bulle est en train de grossir encore, c'est comme ça qu'on peut le dire, parce que la croissance est là pendant ce temps, et pourtant le marché obligataire ne la répercute pas. Oui, effectivement, je partage votre point de vue. L'évolution récente des taux se déconnecte de plus en plus, à mes yeux, de la réalité de l'économie mondiale, et européenne en particulier, qui montre une réelle amélioration, comme ça a été dit tout à l'heure. Bon, alors on verra si le Beige Book ce soir confirme les scénarios. En tout cas, pour vous, la Fed va encourager un peu plus encore cette détente des taux obligataires. Là, ce soir, donc le Beige Book et la décision de politique monétaire à la mi-septembre. Elle n'agira pas avant la fin de l'année? Alors, moi, je reste à ce stade convaincu que la Fed agira de 2 façons d'ici la fin de l'année. Premièrement, en réduisant son bilan, mais ça, je pense qu'il y a un relatif consensus sur ce sujet-là. Mais également peut-être en pratiquant une ultime hausse des taux pour l'année, en fin d'année, fort du constat que l'inflation, qui aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, reste très sage, commencera peut-être à accélérer avec probablement une hausse des salaires attendue au cours du dernier trimestre. Donc je pense que tout n'a pas été dit en matière de politique monétaire concernant la Fed. Les marchés seraient-ils surpris? C'est-à-dire que voilà, si la Fed agit peut-être plus vite ou plus fort qu'on ne le pense, est-ce que le marché réagirait violemment, compte tenu de ces taux extrêmement bas et anormalement bas, vous le disiez vous-même? Alors, les marchés réagiraient fortement, violemment, le terme est peut-être un peu exagéré, mais fortement, puisqu'ils ne croient pas du tout à ce scénario. Pour eux, ça y est, la messe est dite, les salaires ne repartent pas, l'inflation ne peut pas remonter de ce fait-là, et la Fed n'a aucune raison de remonter ses taux d'intérêt dans un tel contexte de faible inflation. Je pense que ceci est faux. Je pense que premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inflation peut repartir et que deuxièmement, la Fed ne regarde pas que l'inflation dans sa fonction de réaction. Elle est aussi sensible à la fragilité éventuelle des marchés, à la cherté des marchés, et je pense qu'elle redoute que cette politique laxiste, entre guillemets, durable, ne génère des bulles dont l'éclatement pourrait être terrible pour les marchés financiers. Et donc elle essaierait d'agir en prévenant plutôt qu'en créant de nouveaux risques. Merci beaucoup Éric Bourguignon d'avoir été en direct avec nous depuis Swiss Life Asset Management. Détente, on le disait à l'instant Quentin, donc sur le marché obligataire une nouvelle fois, et les actions qui hésitent. C'est en octobre que la BCE va dégainer, pas demain, plutôt le mois prochain. Elle va devoir attendre encore un petit peu dans ce contexte qu'on est en train de décrire. Oui, sur dégainer dans le sens préparer les esprits à un resserrement. À un resserrement, à une réduction du QI. Oui, ce sera pas sur septembre. Ça c'est, en tout cas, nous on pense chez Asset Fix, ce sera pas sur septembre parce que ce serait, à notre sens, déstabilisant pour les marchés. On a quand même sur les derniers jours, sur les derniers mois plutôt, eu un euro qui est reparti très fort. En tout cas, c'est sûr que si on a une déclaration de Mario Draghi dans le sens de on va potentiellement resserrer, un peu ce qui s'est passé en juin d'ailleurs, on va potentiellement resserrer notre politique monétaire sur les mois à venir, ce serait très mal perçu. Parce que vu qu'il y a eu quand même des changements, vu que aussi les banquiers centraux aussi réagissent en fonction de ce que font les autres banquiers centraux. Et on a en face la Fed
qui ne bouge pas. Donc mécaniquement, ça induit des conséquences aussi pour la BCE. Et donc il est urgent d'attendre. Si la BCE attend, ça va être bon pour certains secteurs, les groupes les plus endettés, les services aux collectivités, le BTP par exemple, qui avait un petit peu souffert, on s'en souvient au printemps, des anticipations de resserrement monétaire. Ces secteurs-là pourraient au contraire souffler alors dans les prochaines semaines ? Oui. Alors, en plus sur le secteur, c'est vrai qu'on a vu les secteurs qui sont fortement dépendants des taux, pas si mal marché cette année que ça, à part peut-être les télécoms, mais c'est vrai que sur les collectivités locales, on a plutôt bien marché et ça pourrait effectivement permettre à ces secteurs de bien se comporter. La construction, c'est un peu différent parce que sur ces secteurs-là, on a à la fois de l'endettement, mais on est à la fois cyclique, donc on profite aussi de la reprise. Donc on peut avoir un double effet, effectivement. C'est un secteur aussi très politique, l'immobilier, qui va l'être avec la loi sur le logement de la semaine prochaine, qui pourrait faire réagir aussi certains groupes, y compris de construction, parce qu'il y a un enjeu de construction dans le neuf très fort en France. Justement, puisqu'on parle de politique, l'État cède un peu plus de 4% du capital d'Engie. On voit ce titre Engie qui progresse aujourd'hui, mais les autres valeurs et les autres groupes dans lesquels l'État est présent, au contraire, reculé. Les marchés anticipent les prochaines cessions d'actifs de l'État. On voit Orange, par exemple, qui perd un peu de terrain contre la tendance. Safran aussi. Aéroport de Paris également, aujourd'hui, moins 1,5%. Alors, je ne sais pas si c'est directement lié, c'est difficile à voir, mais à notre sens, c'est plutôt positif. Alors peut-être après parce qu'en fonction de si les cessions se font avec une décote, là la décote était assez mesurée et on voit le titre qui reprend des couleurs, mais pour nous ce serait plutôt plus positif que négatif qu'il y ait des cessions au sein de ces différentes actions, parce que l'État en tout cas, nous ce qu'on voit en tout cas, c'est que on voit que l'État commence à se repositionner, à se poser des questions sur les investissements. Quels sont les investissements clés? Quelle est la démarche? Et notamment par ce fonds aussi, pour financer ce fonds de l'innovation, on voit qu'il y a une volonté de mettre en place une véritable politique industrielle. Et ça, je pense que c'est plutôt positif pour le marché pour les marchés actions et aussi bien pour les participations. Bon, avec cet enjeu de respecter les 3% de déficit aussi pour l'État et de financer un fonds d'innovation et de recherche, bien sûr, à travers l'argent collecté grâce aux cessions d'actifs dans certains groupes dont l'État est actionnaire. Merci beaucoup, Quentin, d'être venu nous voir. Quentin Perroma, directeur général, responsable de la gestion d'Assetfi sur BFM Business cet après-midi. Merci. Le CAC 40, merci. Toujours en hausse, plus 0,3%. On reste quand même prudent. On reconquiert timidement les 5100 points, 5104 points en ce moment à la Bourse de Paris, qui progresse un peu à l'image des autres marchés européens. Le DAX à Francfort gagne 0,9%. Milan en progression de 0,5%. Et à Paris, toujours Renault parmi les plus fortes hausses après les informations de BFM Business sur le plan stratégique de Renault pour les prochaines années. Renault ambitieux, Renault qui compte bien sûr garder sa place de leader mondial à travers les volumes, notamment les volumes pour donc rester leader. Il vise, selon nos informations, une hausse de son chiffre d'affaires de 40% d'ici 2022 pour atteindre les 70 milliards d'euros. Les volumes donc seront la priorité au détriment des prix, puisque la marge opérationnelle, elle, progressera à peine à 7% contre 6,4% aujourd'hui. Tout cela plaît quand même au marché et ce titre est plébiscité plus que Peugeot. Un Peugeot qui progresse aussi, mais dans une moindre mesure, en hausse Peugeot en ce moment d'un peu plus d'1%. On en reparle bien sûr dans un instant et on sera aussi avec Grégory Volokin depuis New York pour le suivi de la séance américaine. Ça se passe bien là-bas, le S&P gagne 0,2%. À tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.